Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, clôture d'une formation sur le droit maritime international et les droits internationaux d'immigration. Et nous irons au Proche-Orient où les forces israéliennes bafouent les ordonnances de la Cour internationale de justice et tuent des civils à Gaza. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est rendue hier dans la région d'Ali Sebieh. Cette mission qui s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du cadre de concertation et de coordination régionale et de la restitution des consolidations des paquets essentiels d'activités menées par la communauté locale et le projet mettant directement à contribution les structures multisectorielles, les conseils régionaux, les chefs-lieux des régions, la préfecture et les sous-préfectures. Puis s'est tenue une réunion de concertation dans les locaux du conseil régional d'Ali Sebieh et a vu la participation du préfet de cette région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, du vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldon, les parlementaires de la région et des membres du comité ainsi que les responsables du ministère de la Femme et de la Famille. Ce déplacement avait pour objectif de regrouper les cadres des secteurs institutionnels et coordonner les activités du ministère de la Femme et de la Famille avec les structures décentralisées et de concerter des différents ministères, conseil régional, préfecture, sous-préfecture en matière de santé, éducation, alphabétisation, de la culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, le ministère des Affaires musulmanes et des biens WARF, le ministère des Affaires sociales, la solidarité, l'UFD, la NPH et la gendarmerie nationale en vue de développer des canaux de collaboration multisectoriels et dans l'approche communautaire des 15 coopératives communautaires, les 52 mutuelles communautaires sont organisées dans le chef-lieu des régions et dans plusieurs localités villageoises. L'institutionnalisation des activités consistera à la redynamisation de toutes les structures déconcentrées pour pouvoir générer des meilleurs résultats escomptés. Et dans son discours, la ministre de la Femme et de la Famille a mis en exergue le développement des pistes de collaboration sectorielle, de proximité avec les structures déconcentrées concernées en vue de créer des axes de synergie, d'action, d'identification des services planique familial, le développement du microcrédit, a-t-elle rappelé la ministre, et de l'entrepreneuriat en faveur des jeunes filles et femmes. La réalisation de plusieurs activités de lutte contre les mutilations génitales féminines dans les 5 régions, la protection sociale de l'enfance, des créations de garderies communautaires pour le développement de l'enfant ont été réalisées. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi, je vous emmène à Singapour, où la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, a effectué une visite de travail et de partage d'expérience à Singapour. Du 26 au 1er juin, la ministre a conduit une délégation composée des hauts cadres de son ministère, dont notamment sa conseillère principale, le directeur de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, le directeur général de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, sous son acronyme ARULOS, la directrice générale de la société immobilière et d'aménagement foncier. La ministre et son équipe ont eu des échanges fructueux avec les équipes de la Société nationale de la gestion du foncier, l'Agence de développement du logement, l'Autorité de redéveloppement urbain, l'Agence de coopération singapourienne et des acteurs du secteur privé dans le domaine de la construction. Grâce à sa position stratégique et à sa logistique portuaire, tout comme Singapour, Djibouti souhaite s'inspirer de Singapour pour accélérer son développement tant sur le plan économique que sur le plan de développement urbain. À cet effet, la gestion spatiale du territoire, la planification urbaine de la ville et la coordination entre les différents départements en charge de la gestion de la ville ont été au cœur des discussions avec les autorités singapouriennes. Enfin, les deux parties ont convenu de renforcer les relations bilatérales dans le domaine de la planification urbaine, de la promotion du logement abordable et de la maîtrise du développement urbain. Retour à Djibouti, où, comme annoncé dans une interview à la radio hier soir par le ministre du Commerce, Mohamed Warsame Diriye, l'arrivée quotidienne du CAT a repris son cours normal depuis aujourd'hui. Cette reprise a permis de redynamiser les activités de commerce. Des points de vente sont très animés. Les déplacements des consommateurs sont plus fréquents dans les axes routiers.
Dans son intervention, le ministre du Commerce avait annoncé un nouvel accord sur les importations des khat provenant de l'Éthiopie après quelques jours où les importations des khat ont été suspendues. Le ministre a annoncé à la radio la reprise des activités liées aux khat. Des consensus ont été trouvés pour résoudre les défis enregistrés ces 3 derniers jours. Djibouti et l'Éthiopie ont déjà mis en place une commission mixte qui a trouvé des solutions pour les questions de commerce entre les deux pays, avec un accord qui a permis la normalisation des importations des khat, a dit le ministre du Commerce, M. Mohamed Ouassama Diriye. Il a ajouté que les deux parties et les deux pays, liés par de fortes relations, qui est devenue une réussite d'intégration économique, qui est un exemple au niveau continental, a-t-il rappelé le ministre. Direction le nord du pays où le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, s'est rendu hier à Médého, localité située à 30 km de Bok, pour une mission d'inspection des travaux de réhabilitation de la piste Orobor-Médého. La délégation a fait une pause à Orobor avec une rencontre avec la population locale qui a chaleureusement accueilli la délégation. En effet, la réhabilitation de la piste Orobor-Médého est une doléance plusieurs fois formulée par les habitants de la région qui s'est aujourd'hui concrétisée grâce à la volonté de Dieu et aux efforts continus du ministre délégué chargé de la décentralisation. La réhabilitation de la piste Orobor-Médého est une activité inscrite dans le plan de développement de la région de Bok, un document stratégique élaboré suite à des consultations larges et réunissant les projets prioritaires de la région. La réhabilitation de la piste Orobor-Médého répond aussi à la politique de désenclavement territorial prônée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et déclinée dans le plan national de développement ainsi que dans la vision 2035. Par la suite, la délégation conduite par le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, s'est rendue à Médého, sur les hauteurs du Mobla, où un accueil chaleureux a été réservé à la délégation. Eh bien, la population de Médého, dont le Qa'al général Salah, a remercié la ministre le ministre plutôt et sa délégation. Écoutons ensemble la directrice, Mme Ferdoussa. Aujourd'hui, nous sommes là justement pour voir les avancées sur la piste entre Orobor, Médého et Obok. Comme nous le savons, donc, Médého était plutôt enclavé. Donc, un des objectifs premiers de la décentralisation, c'est surtout le désenclavement des localités les plus reculées. La piste Orobor, Médého et Obok, les travaux ont commencé bien sûr en février 2024 et c'est un financement de l'Union européenne avec le programme ADIL, et il faut savoir que le désenclavement aussi, donc, c'est un des projets qui revient le plus souvent dans le PDR que nous appelons le plan de développement régional. Donc aujourd'hui on peut dire que la promesse qui a été faite, les projets qui ont été établis dans le PDR, dans cette piste Orobor-Médého, est un des projets les plus importants, voit le jour. Donc ce que nous voyons, c'est le concret. Donc tout le long de la piste que nous avons fait, nous voyons que nous arrivons à bout et que bientôt, Inch'Allah, cette route pourra servir à la localité, à la communauté et à la région d'Obok. Merci. Eh bien, le ministre de la décentralisation, M. Qassim Haroum Ali, lors de sa rencontre avec la population de la localité de Médého, exprimé ses remerciements et sincères pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Il a rappelé que lors de son dernier déplacement à Médého, le Qa'al général de Mobla lui a fait part de ses 3 doléances principales. Premièrement, écoutons-le. كمبانا نميتين ساكو مبلاي يعم صالحي سيدي حم مبلك أبها نكو سيدي حم يسر السوقي L'absence de téléphone pour donner des alertes d'urgence, a déclaré le ministre. Deuxièmement, l'état des pistes rurales. Et enfin, les problèmes de l'accès à l'eau potable. Le ministre de la décentralisation a souligné qu'il a transmis ses doléances au président de la République qui lui a ordonné de résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais. Aujourd'hui, le ministre a indiqué que presque toutes ces doléances ont été satisfaites. Les téléphones fonctionnent, désormais même à l'intérieur des Toukoul, et les pistes ont été améliorées. Le trajet qui prenait auparavant 2 heures ne dure que maintenant plus que 40 minutes. Pour atteindre Médého,
a-t-il précisé le ministre. Le ministre a également souligné que pour que l'eau puisse arriver, il était nécessaire de régler d'abord le problème des pistes. Une fois les pistes acheminées, le problème de l'accès à l'eau était résolu. Le ministre a insisté sur le fait que l'État a ses obligations, mais le peuple aussi. La préservation des infrastructures incombe à la population. Il a précisé que toutes ces œuvres et projets sont le fruit de la politique du président de la République et déclinés dans le plan national de développement ainsi que dans la vision 2035, a-t-il indiqué le ministre. Direction la Libye, où invité dans le cadre, l'honorable député Mahmoud Mustafa Daher, membre du Parlement panafricain, prend part à la première conférence Afrique-Europe sur la migration à Benghazi. Ainsi, la délégation parlementaire conduite par le président du Parlement panafricain, Fortune Charumbria, est composée d'une quinzaine de députés africains du Bénin, de la Gambie, de Djibouti, du Cameroun, du Lesotho, du Maroc, de l'Espagne, de la Namibie et du Burundi. Présidée par le Premier ministre avec les ministères des Affaires étrangères et de la migration. Cette conférence pionnière dans le cadre afro-européen sur la migration sous le thème « Solutions durables pour la migration » implique des responsables gouvernementaux, des parlementaires, des experts, des ONG ainsi que des personnes de la société civile des deux continents. Cependant, cette approche globale des défis migratoires auxquels sont confrontés les deux continents vise à faciliter un dialogue collaboratif entre les pays africains et européens. Par ailleurs, cette initiative marque une étape importante vers la résolution des défis complexes de la migration et de la recherche des solutions durables et inclusives. Retour à Djibouti, santé à présent, où dans le cadre du processus d'amélioration de la qualité des données, le ministère de la Santé, à travers la direction des programmes santé prioritaires, a organisé un atelier de réflexion sur la qualité des données du paludisme, le VIH-Sida et de la tuberculose. Présidé par le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed. Cet atelier a également vu la participation de la directrice générale de l'offre des soins, Mme Sahara Moussa Bouh, la directrice des programmes de santé prioritaires, Mounira Ali Ahmed, et Dr Bouh Abdi. Du PNUD, cet atelier de réflexion a aussi réuni l'ensemble des hauts cadres du ministère de la Santé, les responsables du CHUD, les médecins-chefs des centres de santé communautaires, les médecins-chefs des 5 régions de l'intérieur, ainsi que les points focaux pour les données de toutes les structures sanitaires du pays. L'objectif de cet atelier est d'analyser la qualité des données programmatiques, l'épidémiologie et logistique de chacun des 3 programmes, de comprendre les tenants et les aboutissants sur la qualité et l'approbation des données par les structures de soins et de formuler les recommandations concertées réalisables au cours des 20 dernières années. Des investissements considérables à aider notre pays à renforcer son système d'information sur la gestion sanitaire, notamment les données statistiques des services de routine, la surveillance des maladies et d'autres sources de données essentielles utilisées dans la riposte contre le VIH-Sida. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que les données épidémiologiques de routine et de consommation nous permettent d'avoir une bonne image de la situation de ces 3 maladies et par conséquent prendre des décisions orientées sur les vrais défis. Écoutons-le. Comme vous le savez, dans notre pays, les 3 maladies, VIH, tuberculose, paludisme, constituent un lourd fardeau sur l'économie du pays en général et des ménages en particulier. Elles comptent par conséquent parmi les principales priorités nationales en matière de santé. En témoigne l'engagement politique important pris par notre gouvernement qui s'est matérialisé par la souscription aux différents engagements sous-régionaux et internationaux. Les données épidémiologiques de routine et de consommation nous permettent d'avoir une bonne image de la situation de ces 3 maladies et par conséquent de prendre des décisions orientées sur les défis. Sans cette préalable, nous ne pourrons jamais ni atteindre les objectifs de réduction du fardeau socio-économique, ni répondre aux engagements auxquels le pays a souscrit. Pour suivre l'évolution des tendances et prendre de bonnes décisions de lutte, les données de surveillance épidémiologique de routine générées à travers la plateforme DHS2 et les données de consommation générées par le M-Supply doivent être correctes, exactes et promptes.
Durant les 2 jours de cet atelier, vous aurez l'occasion de débattre sur les thématiques retenues dans l'agenda pour faire une évaluation et une autocritique sur les données rapportées, sur les outils disponibles et sur la qualité des services offerts aux malades affectés par chacune de ces 3 maladies. Nous rappelons que le ministère de la Santé est actuellement le récipiendaire principal des subventions 2024-2026 du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la Commission nationale des droits de l'homme et l'Organisation internationale sur les migrations qui ont organisé conjointement un atelier visant à identifier les actions pour renforcer le respect des droits des personnes en déplacement et de leurs devoirs vis-à-vis de la législation nationale. Ont participé à cet atelier des représentants des institutions gouvernementales, des élus locaux, des préfectures, de la société civile. Les participants de l'atelier ont identifié les actions prioritaires conformément à la stratégie nationale pour les migrations de Djibouti et son plan d'action national. Cet atelier fait suite au mémorandum d'entente signé entre le CNDH et l'OIM. Les 2 institutions ont déjà engagé des actions concrètes, notamment à travers des formations et des sensibilisations depuis la signature de la Convention des partenariats. Cet atelier, pour sa part, vise à identifier les actions à long terme et à élaborer un programme commun d'action entre la CNDH et l'OIM qui soit aligné sur les priorités du pays. Les participants ont pu travailler sur les 4 axes stratégiques quels sont la sensibilisation, la formation, le plaidoyer et la protection dans le cadre de la migration. Les échanges se font par des travaux de groupe. À l'issue de ces discussions, les recommandations des participants ont été compilées. D'informations sur le dossier de la migration. Atelier technique, vous avez quand même pris part activement et l'atelier a été, à vrai dire, une rencontre interactive. Et pour la CNDH et l'OIM, la rencontre, ou même cet atelier, représente une étape importante pour les actions futures et communes et pour leur partenariat. Et je souhaite que ça va renforcer le travail qu'ils ont commencé ensemble. Eh bien, comme je vous le disais, l'atelier représente une étape importante en vue d'établir un programme pluriannuel d'activités entre l'OIM et la CNDH dans l'identification des actions pertinentes pour le renforcement du respect des droits des migrants, en particulier ceux vulnérables. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Aujourd'hui, nous avons organisé un atelier en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, connue sous le sigle OIM. Cet atelier fait suite au mémorandum d'entente que nos 2 institutions ont signé et paraphé. Nous avons engagé des actions à court terme, notamment sur la question de la sensibilisation, le renforcement de la connaissance des droits, notamment des migrants, et la formation des acteurs locaux et gouvernementaux. Mais nous avons aussi aujourd'hui décidé de mettre en place un atelier afin d'identifier concrètement et dans le terrain les actions qui pourraient être faites conjointement entre l'OIM et la CNDH afin d'identifier les actions qui soient conformes à la fois à la politique de la stratégie nationale pour la migration, mais aussi du plan d'action national qui a été adopté par la République du Djibouti. Nous sommes très ravis d'avoir organisé cet atelier sur les actions à entreprendre pour la protection et la promotion des droits des migrants ici à Djibouti. Donc aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir plusieurs participants, et que ce soit les participants des autorités gouvernementales, société civile et aussi les représentants des régions, vu que les régions sont les plus touchées par la migration. Donc nous avons mis en œuvre des actions pour pouvoir faire un plan d'action et ainsi favoriser au plus les migrants de la protection et de la promotion de leurs droits. Éducation, cette fois-ci, sous le haut patronage du directeur des écoles Al-Zad, M. Faisal Ali Roble, la cérémonie des remises des diplômes aux étudiants et étudiantes des écoles Al-Zad de Djibouti s'est tenue hier pour l'année scolaire 2023-2024. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Ali Beuh, membre du conseil fondateur des directeurs d'écoles privées arabes à Djibouti, ainsi que des plusieurs ambassadeurs
directeur des branches scolaires Al-Zad, des professeurs d'école Al-Zad et des parents d'élèves et membres d'étudiants. La cérémonie inclut diverses sections, notamment une présentation vidéo retraçant l'histoire de l'école Al-Zad depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'un poème théâtral intitulé « Mélodie de fidélité » présenté par des étudiants diplômés. À la fin de la cérémonie, le directeur de l'école Al-Zad, M. Faisal Ali Roble, et le membre du conseil fondateur, Ali Bouh, ont honoré les invités et les participants. Dans son discours, M. Ali Bouh a affirmé que les écoles Al-Zad de Djibouti sont un phare de l'éducation de premier plan dans la Corne de l'Afrique, soulignant que la diversité des spécialités et des écoles a contribué à la diffusion des sciences religieuses et de la langue arabe et de la culture islamique en Afrique. Le directeur des écoles Al-Zad, M. Faisal Ali Roble, a rappelé que l'école, depuis sa fondation en 1986 jusqu'à ce jour, a connu un parcours riche en réalisation et en évolution continue grâce au dévouement des élèves et des enseignants ainsi qu'au soutien des parents. Il a exprimé sa fierté d'annoncer pour la victoire de l'un de ses élèves au championnat de la 4e édition du concours Ramadan Akmar wa Anwar. Un exploit qui reflète nos compétences et nos talents, a-t-il indiqué. Il exprime ses remerciements et sa gratitude pour les efforts remarquables dans l'organisation et la gestion des activités culturelles, sportives et sociales dans l'école au cours de ces dernières périodes et dernières années. Autre actualité, le Djibouti Ayla Grand Hotel a abrité la cérémonie de clôture d'une formation sur le droit maritime international et le droit international des migrations dont ont bénéficié 22 sous-officiers et agents de la garde-côte djiboutienne, ainsi que des membres de la police nationale, de la marine nationale, organisée par l'Organisation internationale pour les migrations et financée par le Japon. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités de la garde-côte djiboutienne à mener des opérations de surveillance des frontières maritimes et des opérations de recherche et sauvetage lancées au mois de mars 2024. Le colonel Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon et des représentants de l'OIM ont pris part à la cérémonie de clôture de la formation. Eh bien, dans une allocution prononcée durant la cérémonie, le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon à Djibouti a souligné que le projet financé par le Japon va permettre de renforcer le système d'alerte pour les opérations de recherche et de sauvetage, l'acquisition des matériels des opérations de recherche et sauvetage en mer et le renforcement des capacités du poste de surveillance du littoral maritime de Korangar. En plus de cette formation, le projet que nous avons financé comprend le renforcement du système d'alerte pour les opérations de recherche et de sauvetage, la réhabilitation du poste de surveillance de la garde-côte djiboutienne à Korangar et l'approvisionnement au matériel nécessaire aux opérations de sauvetage. Nous espérons que ces activités contribueront aussi à renforcer. Eh bien, le colonel Omar Bokoré, commandant de la garde-côte, a salué le rôle primordial de l'Organisation internationale pour les migrations, qui est un partenaire inestimable, a-t-il rappelé, dans les actions d'assistance humanitaire au profit des migrants. Écoutons-le. C'est avec une grande fierté que nous clôturons aujourd'hui la formation sur le droit international maritime et le droit international des migrations, organisée par l'Organisation internationale pour les migrations et financée par le Japon. Nous remercions sincèrement nos partenaires pour leur soutien continu essentiel pour améliorer la sécurité et la souveraineté de notre espace maritime. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à l'Organisation internationale pour les migrations
pour l'organisation impeccable de cette formation, au Japon pour son financement généreux et son soutien constant et indéfectible, aux instructeurs pour la qualité exceptionnelle et de leurs enseignements, leur engagement et leur expertise ont été indispensables au succès de cette initiative. Chers participants, durant cette formation, vous avez approfondi vos connaissances sur les piliers fondamentaux qui régulent les relations entre les États et les droits des individus en mer. Votre engagement et votre collaboration ont enrichi cette expérience, renforçant notre expertise pour mieux répondre aux défis complexes de notre mission. Au moment où les enjeux de la sécurité maritime et de la gestion des migrations sont cruciaux, vous êtes désormais mieux préparés pour affronter ce défi avec compétence et intégrité. En conclusion, je remercie chaleureusement tous les participants pour leur dévouement et les compétences et les connaissances acquises contribueront de manière significative à notre mission commune. Continuons à œuvrer ensemble pour un avenir plus sûr et plus stable. Bravo à tous pour ces succès. Culture à présent où, comme l'accoutumé à l'événement saillant, notre information du jour est la soirée compétitive des jeunes candidats de l'émission phare Jeep Talent qui s'est tenue hier soir dans le studio numérique de la radio-télévision de Djibouti. Avec comme candidats les jeunes de la communauté arabe, nos compatriotes. Jeep Talent est l'émission de télé-réalité diffusée à l'antenne de la radio-télévision de Djibouti qui a débuté le 10 septembre dernier. Émerveillé hier soir par des voix évoûtantes des artistes phares, des moments phares comme l'accoutumé lors des proclamations des résultats gagnants qui suite à des belles performances musicales. Rappelons que Jeep Talent, une expérience musicale époustouflante où les jeunes talents se révèlent et célèbrent la richesse de la diversité culturelle. À travers la musique, des moments inoubliables, le studio numérique de la radio-télévision de Djibouti est devenu désormais un endroit où la créativité s'épanouit, où les jeunes talents brillent de mille feux. Un véritable tourbillon. Il s'agit là, à travers le Jeep Talent, de stimuler la pensée créative des jeunes artistes, promouvoir le vivre ensemble, de renforcer le patriotisme et favoriser la confiance en soi de ces jeunes en encourageant l'expérience individuelle de chaque candidat et candidate respective. On retourne vers le nord du pays où la préfecture de Tadjoura, une réunion sur la sécurité routière, la gestion des migrants. Une réunion cruciale présidée par le préfet de la région de Tadjoura s'est tenue hier à la préfecture, rassemblant les acteurs de la région afin de discuter des enjeux critiques de la sécurité routière, de la gestion des migrants. Cette réunion a mis en lumière des défis majeurs liés à l'augmentation du trafic durant la période estivale et aux procédures de gestion des dépouilles mortelles des migrants. Sécurité routière, un défi estival avec l'augmentation significative du nombre des voyageurs estivaux. Les accidents de la route deviennent une préoccupation majeure. Les équipes de santé de la gendarmerie, premiers intervenants en cas d'accident, se coordonnent avec le DPCR pour assurer l'évacuation des victimes et le dégagement rapide des routes.
gestion des migrants, besoin des procédures uniformes, la gestion des dépouilles mortelles des migrants, qu'ils soient en situation irrégulière ou irrégulière, pose également des défis actuellement. Les équipes de santé, la gendarmerie, le CMH et le WARF se partagent les responsabilités dans une base légale uniforme. Le besoin de matériel pour les équipes de santé et de la gendarmerie a été souligné, ainsi qu'à l'importance de la sécurité routière. Et dans l'actualité internationale, je dis dans le titre, les forces israéliennes bafouent de manière flagrante les ordonnances de la Cour internationale de justice en tuant au moins 66 civils, dont des enfants, en 4 jours d'attaque contre Rafah, a déclaré l'organisation non gouvernementale internationale Save the Children. Ces agressions ont eu lieu en dépit de l'ordonnance de la Cour internationale de justice enjoignant Israël de mettre fin à son offensive à Rafah, où plus d'1 million de Palestiniens ont trouvé refuge avant l'invasion de la ville le 6 mai dernier. Israël a tué plus de 36 000 Palestiniens dans la bande de Gaza. La campagne militaire réduit en ruine une grande partie de l'enclave, plus de 2,3 millions d'habitants, privant la plupart des civils d'un abri, les exposant au spectre de la famine. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés, comme d'habitude. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.